Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais présenté ma checklist fondamentale, donc la micro et la macroéconomie plus le SWOT. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter ma checklist quantitative. Et pour ce faire, je vais utiliser un cas concret. Je vais m'aider d'une action, donc là j'ai choisi Total Energy pour vous présenter ma checklist quantitative complète. Alors attention les amis, l'analyse quantitative n'est pas à prendre à la légère parce que si vous achetez une action de qualité médiocre, on va dire, il y a vraiment peu de chances qu'elle devienne une action de qualité un jour et donc d'avoir un réel impact bénéfique dans votre portefeuille. Pour cette analyse d'action, juste, on va s'aider d'un tableau Google Sheets, c'est le même que la semaine dernière, mais cette fois dans l'onglet, je regarde juste, dans l'onglet quantitatif plus valorisation, et le lien est disponible en description comme d'habitude. Alors ma checklist quantitative, elle est simple et rapide à faire. Il va falloir compter à peu près 30 minutes maximum si vous avez un peu de mal avec les ratios et si vous avez aussi un peu de mal à trouver les ratios financiers. Mais voilà, ça devrait être assez rapide normalement. Elle se compose en 4 sections qui se divisent. Donc la première section, ça va être la croissance, ensuite les marges, l'efficacité du capital et ensuite le prix de l'action. Et donc ces 4 sections se divisent en 22 axes de recherche au total. L'objectif, il est très simple, ça va être d'aller à l'essentiel. Pas besoin d'avoir une checklist de 60 ratios à définir. Et en fait, tout simplement de faire le meilleur choix possible parmi les plus de 8000 actions disponibles en bourse. Alors petit disclaimer comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je ne suis pas un professionnel de la finance. Vous devez être responsable de vos propres investissements en faisant vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Et juste important de préciser, ma checklist n'est pas immuable, elle est susceptible d'être modifiée et améliorée, en tout cas je l'espère, dans le futur. Et on se retrouve pour le premier point, la première section, donc la croissance. Et comme nous dit Phil Knight, donc le PDG, enfin plutôt le fondateur de Nike, dans son livre L'art de la victoire, une société, soit elle croît, soit elle meurt. Donc vous l'avez compris, la croissance, c'est très important. Ça va tout simplement nous éviter d'acheter une société qui est en train de mourir, qui est en train d'agonir, mais plutôt d'acheter celle qui croît. Moi personnellement, je vais me focaliser sur 2 points, l'évolution sur 5 et 10 ans du chiffre d'affaires et du free cash flow. Donc on se retrouve ici dans mon tableau. Alors je vais vous expliquer juste avant comment il fonctionne. Donc il est assez simple à utiliser. Ici je vais mettre toutes mes métriques. Donc là ça va être l'explication des métriques au milieu. Les green flags et les red flags. Donc par exemple la croissance médiane du chiffre d'affaires sur 5 ans de Total Energy, elle est de 10%. Ok, c'est très bien. Elle rentre dans mon green flag, donc je vais mettre 1. Par exemple là, la croissance médiane du chiffre d'affaires sur 10 ans de Total, on est à 1,30%. C'est pas top, on est d'accord. Elle est sous mon red flag, donc elle est inférieure à 5%, donc ça sera moins 1. Soit on met 1, soit on met 0 quand c'est entre deux, soit on met moins 1 quand c'est inférieur, très logiquement. Alors pour avoir toutes les données simplement et rapidement, vous pouvez utiliser l'application IQ Invest que je vous recommande. Vous avez 20% avec le code promo J'invest10. Tout est disponible en description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Pour les plus téméraires, vous pouvez directement utiliser les rapports annuels. Il y a toutes les informations dedans. Mais par contre, il faut savoir faire un peu de calcul et de jonglage mathématique. Et pour les plus impatients, vous pouvez carrément utiliser ChatGPT. Il n'y a aucune honte à l'utiliser. Il est là, autant en profiter. Alors pour le segment croissance, comme je vous l'ai dit, j'utilise 2 métriques principales. La croissance médiane sur 5 et 10 ans du chiffre d'affaires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle permet de mesurer la croissance avec un horizon à moyen et long terme des ventes. Et elle permet également d'identifier les entreprises avec une croissance qui est soutenue. Ensuite, je vais utiliser donc les free cash flow sur 5 et 10 ans, leur croissance médiane. Juste avant de ça, je précise que j'utilise tout le temps les free cash flow et non pas le résultat net. Pourquoi ? Parce que il y a moins de manipulation comptable qui est possible en utilisant les free cash flow que le résultat net. J'en ai parlé souvent, on en a parlé souvent avec Hugo, même dans le podcast. Et si vous voulez vraiment avoir toute la définition complète et toute l'explication, je vous encourage d'acheter le livre de The Quality Growth Investor qui explique ça vraiment en détail. Donc sinon, la croissance médiane sur 5 ans et 10 ans du free cash flow permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à convertir cette croissance en trésorerie, donc en cash,
Et forcément, moi, je vais prioriser les entreprises avec une croissance qui est rentable. Et là, ce que l'on peut prendre en exemple, c'est tout simplement l'entreprise Tesla. Elle a un gros chiffre d'affaires. Certes, pendant très longtemps, elle a beaucoup vendu avec des chiffres d'affaires qui battaient tous les records, mais elle avait des free cash flow négatifs. Ça veut dire que plus elle produisait, plus elle perdait de l'argent. Elle ne générait aucun cash, elle en dépensait, elle le consumait. Et forcément, une entreprise qui vend beaucoup, mais une entreprise qui perd beaucoup à côté, c'est une entreprise qui est très dangereuse. Donc personnellement, moi, j'évite d'investir dans des entreprises avec des free cash flow négatifs. Alors le second point, ce sont les marges. Partez du principe qu'une entreprise avec une marge nette de 15, 20 ou 30% prendra beaucoup plus de temps à faire défaut ou à faire faillite qu'une entreprise qui n'a seulement 1 ou 5% de marge, comme ça peut être le cas chez les constructeurs automobiles ou chez les compagnies aériennes. Et comme vous le voyez sur le tableau, c'est assez simple pour les marges, je vais à l'essentiel. Je n'ai que deux métriques, le free cash flow margin et le free cash flow margin, donc expansion sur 5 ans, mais je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors déjà, le free cash flow margin, c'est un ratio simple à calculer et à interpréter car il a à peu près le même système que la marge nette, sauf qu'au lieu de prendre le résultat net, on prend les free cash flow que l'on va diviser par le chiffre d'affaires en l'occurrence. Et le free cash flow margin, il va permettre notamment d'indiquer la capacité d'une société à convertir ses revenus, donc son chiffre d'affaires, en cash, après avoir couvert ses dépenses opérationnelles et les investissements en CAPEX. Et ensuite, il va également permettre de mettre en avant la solidité financière de l'entreprise. Plus une entreprise a un free cash flow élevé, mieux elle sera, plus elle sera en bonne santé. Et pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'il est disponible sur l'application IQ Invest, vous allez dans donc résumé, vous allez dans quantitatif, et il se situe ici, donc la marge free cash flow, en français, on est bien d'accord. Et voilà. Et il se retrouve ici pour l'entreprise Total Energy. Alors le free cash flow margin, je suis un peu exigeant, c'est vrai, pour que ça soit green flag, il faut qu'il soit supérieur à 30%. S'il est inférieur à 15%, ça va être red flag, donc je vais éviter d'investir dans l'entreprise, enfin en tout cas, il sera noté -1. Alors pour Total Energy, on est d'accord, ici on a vu, on est à 10,48%, ce qui nous fait un ratio free cash flow margin inférieur aux 15% qui sont requis, donc ça sera une notation de -1. Et ensuite, la seconde métrique, c'est le free cash flow margin sur 5 ans. De combien était le free cash flow margin il y a 5 ans? S'il est en augmentation, alors c'est top. Ça veut dire que l'entreprise a amélioré sa rentabilité avec le temps, c'est signe d'un potentiel pricing power. Et à contrario, s'il est en diminution, alors forcément ce n'est pas top. Il faudra comprendre à quoi c'est dû et si la tendance baissière est passagère ou si le déclin est constant. Ici par exemple, le free cash flow margin sur 5 ans, en tout cas le delta entre le free cash flow margin actuel et celui d'il y a 5 ans, moi je veux que ça soit supérieur, je veux qu'il y ait au moins 5 points de delta et pour que ça soit en green flag, et si il est inférieur à 2 points, dans ces cas-là, ça sera red flag. Et là, on est à 9,94 points, donc quasiment 10 points de delta, ce qui est un très bon point. Et c'est parti pour la troisième section, le free cash flow ROC, le Return on Capital. Il sert à mesurer l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise son capital investi pour générer des free cash flow, donc au final générer de l'argent. Plus le free cash flow ROC est élevé, mieux c'est. En fait, il permet in fine de savoir si l'entreprise utilise efficacement ses ressources. Alors là, pour le free cash flow ROC, moi, je suis un peu intransigeant, encore une fois, parce que je veux qu'il soit supérieur à 15% pour qu'il soit noté green flag, et red flag, par contre, c'est 10%. Donc, inférieur à 10%, red flag. Et on voit que Total Energy est dans la moyenne parce qu'il est à 0, donc il se situe entre 10 et 15%. Ensuite, la seconde métrique, ça va être le free cash flow ROC, au cours des 5 dernières années. C'est très simple, on prend le free cash flow ROC sur une période moyenne de 5 ans et on se focus sur les entreprises capables de maintenir un haut rendement même lors de périodes difficiles. En prenant 5 ans par exemple, on pourra observer comment l'entreprise s'est comportée en 2020 et 2022. Et juste pour vous montrer donc sur l'application IQ Invest, le free cash flow ROC, il se retrouve ici, donc sur les retours sur capitaux, et on regarde donc comment s'est comporté. Et si on regarde au plus bas, on était à moins 3,04. Donc forcément là les retours sur capitaux n'étaient pas optimales, loin de là.
Donc ici, on a reporté moins 3,04, ce qui nous fait une notation évidente de moins 1, la pire note pour le free cash flow ROC, en tout cas le minimum du free cash flow ROC sur 5 ans. Ensuite, la troisième métrique, c'est tout simplement le ROIC, une des métriques les plus importantes selon moi. Pourquoi? Parce que, alors déjà pour ceux qui ne savent pas, le ROIC, le Return on Invested Capital, donc le retour sur capital investi, il permet de mesurer la rentabilité des capitaux investis de l'entreprise. Il permet également d'indiquer le rendement qu'une entreprise génère par rapport à son capital investi en tenant compte à la fois des capitaux propres et des dettes. Et ce ratio permet de mettre facilement en avant la qualité ou pas d'une société. Plus il est élevé, mieux ça sera. Donc là, le ROIC actuel, je veux qu'il soit supérieur à 20% et ça sera drapeau rouge s'il est inférieur à 10%. Pour Total Energy, il est à 7,39% actuellement, donc c'est un moins 1. Le ROIC sur 5 ans, c'est à peu près le même système. Quelle est la médiane sur 5 ans de son ROIC? Donc ça permet de vérifier ici la tendance des rendements. Sont-ils stables ou en progression dans le meilleur des cas sur une période qui est moyenne, sur une période de 5 ans. L'idéal pour les travailleurs est de vérifier également la tendance sur une période de 10 ans. Donc je ne l'ai pas mis ici dans les notations, mais par exemple, on va le retrouver dans l'onglet résumé, juste ici. Donc là, il y a le ROIC sur 1 an de 7,39, sur 5 ans de 7,04 et sur 10 ans de 3,75%. Donc là, on voit que la tendance est à la hausse. On est passé de 3,75 à 7,39, mais bon, on est loin des 20% que je requiers pour investir dans une entreprise de qualité. La cinquième métrique que j'utilise dans l'onglet efficacité du capital, ça va être, en fait, je veux que le ROIC soit supérieur au WACC. Très simplement, je veux que les retours sur capital investi soient supérieurs au coût du capital. Ça permet de répondre à la question, est-ce que l'entreprise génère suffisamment de rendement sur ses investissements par rapport au coût du capital? Si l'écart entre le ROIC et le WACC est d'au moins 7%, c'est idéal pour une stratégie d'investissement quality. Si l'écart est négatif, par exemple moins 2%, l'entreprise détruit de la valeur car son rendement est inférieur à son coût. Idéalement, une bonne marge de sécurité, donc un écart entre le ROIC moins le WACC, doit être supérieur à 5% pour garantir en gros la robustesse d'une société à créer de la valeur de façon significative. Donc ici, le ROIC supérieur au WACC, s'il est supérieur à 7%, green flag, inférieur à 3%, red flag, et pour Total Energy, on est à 0,71. Je vous montre ça tout de suite. Le ROIC actuel, 7,39 et le WACC se retrouve ici, tout en bas à droite, et on est à 6,67%. Donc c'est vraiment, vraiment pas fou. Alors la prochaine métrique, c'est le capital expenditure divisé par l'operating cash flow. Le calcul, il est très simple, on prend le montant des dépenses en capital divisé par l'operating cash flow. Il permet de mesurer la part de l'operating cash flow qui est utilisée pour les investissements. L'interprétation est assez simple aussi. Un chiffre élevé indique une entreprise qui a besoin de beaucoup d'actifs, donc notamment les assets AV en anglais. A contrario, si le chiffre est faible, l'entreprise n'a pas besoin de beaucoup d'actifs. Donc ça veut dire que c'est une entreprise asset light. Alors pour que ça soit drapeau vert ici, je veux que les CAPEX divisés par les OCF soient inférieurs à 10%. Et si c'est drapeau rouge, ça veut dire que tout simplement les CAPEX divisés par l'operating cash flow sera supérieur à 25%. Bon là on bat tous les records chez Total Energy, forcément parce que c'est une pétrolière. Ensuite on va regarder donc le CAPEX divisé par les OCF, donc sa variation sur 5 ans et la vérification de ce ratio au cours des 5 dernières années. Ça permet de vérifier la tendance des dépenses en CAPEX par l'OCF. Donc ici, je veux que ça soit inférieur à 10% et si c'est drapeau rouge, ça veut dire que ça sera supérieur à 25%. Donc là, on bat tous les records chez Total Energy parce qu'on est à 126%, donc c'est absolument énorme. Ensuite, on va regarder les CBC divisés par les OCF, donc le montant de l'operating cash flow utilisé pour la rémunération en actions, donc les stock based compensation. Et je veux que ça soit donc inférieur à 10%. En gros, je veux pas que les PDG, que le board se goinfre d'actions en diluant l'actionnariat. Je veux que ça soit raisonnable, en tout cas par rapport au chiffre d'affaires qui est fait.
ici en l'occurrence par rapport aux OCF. Si c'est supérieur à 20%, pour ma part, ça sera red flag. Et on voit qu'il y a quand même un peu, on voit que c'est supérieur en fait pour Total Energy, de pas beaucoup, hein, de 4,70 points en plus, mais ça reste donc un red flag pour moi. On va regarder un peu dans le même système, dans la même métrique, la variation du nombre d'actions sur 5 ans, l'analyse de l'évolution du nombre d'actions en circulation entre l'année actuelle par rapport à N-5 est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'identifier si l'entreprise dilue ou, à contrario, rachète ses actions, ce qui impacte directement la valeur pour les actionnaires. Ça va impacter négativement si elle dilue et ça va impacter positivement si elle rachète ses actions. Pour les plus assidus, ce que je recommande, alors on va se mettre sur l'application, hop, c'est ici, donc dans l'onglet quantitatif, les actions en circulation, on va se mettre sur 20 ans, ça sera plus simple. Voilà, et ici, donc vous allez avoir toutes les actions en circulation et en fait, vous allez analyser l'évolution du nombre d'actions au fur et à mesure du temps. Est-ce que la dilution est non-stop? Par exemple, on peut prendre MicroStrategy, dirigé par Michael Saylor, qui dilue à volo ses actions. Donc là, vraiment, grosse dilution de l'actionnariat. Ou est-ce que ça va être une dilution qui est ponctuelle? Par exemple, Euronext, qui a augmenté son nombre d'actions, mais de façon ponctuelle, juste pour le racheter Banca Milano à plusieurs milliards d'euros. Ou à contrario de tout ça, est-ce que c'est une entreprise qui rachète de façon constante ses actions, comme par exemple Texas Instruments? Ensuite, on va prendre donc l'interest expenses, donc pour voir le niveau de dette. C'est très utile pour vérifier le poids des intérêts sur la dette par rapport au chiffre d'affaires généré. Alors là, pour trouver les informations, c'est peut-être un peu plus loin, mais en gros, vous allez voir, la dette de Total est assez importante en numéraire. Alors c'est dans quantitatif, c'est dans historique et c'est dans bilan. Et vous allez voir, c'est tout en bas. La dette nette et la totale dette se mettent ici. Donc la totale de la dette, on est à plus de 47 milliards de dettes chez Total, ce qui est vraiment énorme. Et on est à 20 milliards de dette nette. Donc la dette nette, c'est la dette totale de la dette, moins le cash qu'elle a de côté. Mais quand on ramène ça au revenu, donc au chiffre d'affaires qui est à plus de 218 milliards en 2023, bon, c'est vrai que ça paraît assez... ça représente pas grand-chose. Alors l'avant-dernière métrique pour l'efficacité du capital, on va prendre la dette sur EBITDA. Là aussi, vous l'avez compris, c'est un peu le même système, c'est pour voir le niveau d'endettement. Ça permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette avec ses bénéfices opérationnels. Le ratio est assez simple à interpréter parce qu'en gros, ça va répondre à la question en combien d'années d'EBITDA je peux rembourser ma dette. Donc forcément, plus la valeur est proche de 0, mieux c'est. Ça signifierait que l'entreprise n'est pas endettée. Donc si on regarde le niveau de dette pour Total Energy, on voit que c'est vraiment, vraiment raisonnable parce que même si c'est une entreprise qui a besoin de beaucoup de cash, beaucoup d'actifs pour mener à bien sa mission de pétrolière, on voit que la métrique interest expenses est vraiment assez faible. Hein. Moi, je veux que ça soit inférieur à 5%, on est à 0,39%. Donc là, c'est un 1 d'office. Et pareil pour les dettes sur EBITDA, on est à 0,94. Donc c'est vraiment en gros, elle peut rembourser sa dette en quasiment un an d'EBITDA. Donc c'est vraiment un très bon point. C'est 1 également. Si c'est supérieur à 3, s'il faut plus de 3 ans pour rembourser sa dette, moi personnellement, ça me fait flipper. Donc je mettrai tout simplement moins 1. Et la dernière métrique, donc le payout ratio, ça représente la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes. Alors pour ce qui est de l'interprétation, un payout ratio faible, donc un chiffre faible, c'est une entreprise qui ne distribue pas beaucoup ou pas du tout de dividendes. Elle conserve ses bénéfices pour les réinvestir. On peut prendre l'exemple d'Alphabet ou de Markel Group, donc l'assureur américain que j'aime beaucoup, qui lui ne verse pas de dividendes. Personnellement, je préfère investir dans des machines à composer. Ça veut dire des entreprises qui préfèrent plutôt réinvestir dans eux-mêmes et continuer de se développer que de redistribuer ses bénéfices à ses actionnaires. Et à contrario, donc un payout ratio qui est élevé, ça va plutôt indiquer que l'entreprise manque d'opportunités de croissance. Là, on peut prendre l'exemple d'Amundi, par exemple, en France, ou de Total Energy, encore une fois.
Là, on voit que le payout ratio, il est quand même assez élevé chez Total Energy, il est à 47%, donc il n'est pas en red flag non plus. Je veux pas que ça soit une entreprise supérieure à 60% de payout ratio, mais par contre, vu qu'il est supérieur au 40% minimum, c'est 0 sur 20. Et pour finir la dernière section, on va passer au prix de l'action qui se compose en 4 métriques. Alors là, ça va aller assez vite, hein. Si on veut de sociétés de qualité qui battent le S&P 500, il faut faire attention à l'évolution de son cours. Je ne dis pas de les regarder tous les jours, mais bon, il faut quand même faire attention. Une société qui sous-performe régulièrement l'indice n'a pas beaucoup de chances de briller un jour, qu'on soit d'accord. Faut donc faire un peu de momentum, entre guillemets, hein, une action qui a surperformé de façon régulière notre benchmark, donc notre indice de référence, a de grandes chances de continuer dans le futur. Et pour ça, je vais prendre 2 métriques. Je vais regarder le taux de croissance annuel composé, autrement dit le CAGR, sur 5 et 10 ans du prix de l'action en total return. Alors là, ça sera peut-être un peu plus parlant sur l'application. Vous allez vous mettre ici, total return, et voilà. Donc Total Energy, par exemple, le CAGR depuis donc 5 ans en total return, on est à 10,18%, contre le S&P 500 à 12,74%. Alors 2 points, ça ne paraît pas énorme, mais par contre sur le long terme, je peux vous dire que ça fait beaucoup d'argent au final de perdu. Et si on regarde sur 10 ans, là c'est quand même encore plus important parce qu'on est quasiment à plus de 3 points de différence. On voit que le CAGR, on est à 8,68% pour Total Energy et 11,52% pour le S&P 500. Donc tout simplement, ces 2 métriques, ça permet de mesurer la croissance annuelle moyenne du cours de l'action sur 5 et 10 ans. Et ça va répondre à ma question notamment, est-ce que l'entreprise génère de la valeur pour ses actionnaires sur le moyen et long terme? Et là, on se rend compte que pour Total Energy, malheureusement, on est en dessous des 12%. Et on est quand même un peu au-dessus des 10%, donc on aura une note de 0. Pourquoi 12%? Tout simplement parce que historiquement, sur 5 ans, le S&P 500 est supérieur à 12%. Donc bon, je cherche quand même une entreprise qui fait un peu mieux que mon indice de référence. Et pourquoi 11%? Tout simplement pour la même raison. Et on voit que malheureusement, de peu, mais Total Energy est inférieur à 10%, donc tombe automatiquement en red flag. Et ensuite, les 2 dernières métriques de mon analyse quantitative, ça va être la linéarité sur 5 et 10 ans du prix de l'action en total return. Alors attention les amis, même si à première vue, ce n'est pas un critère intéressant, détrompez-vous. Alors le top du top, c'est d'avoir une linéarité qui soit la plus proche de 1. La linéarité permet d'évaluer si la croissance du cours de l'action a été régulière ou volatile sur les 5 et 10 dernières années. Et là, on va regarder pour Total Energy. Sur 5 ans en total return, on est à 0,95. Donc c'est vraiment une linéarité quasiment parfaite. 0,95 c'est très bien, surtout pour une pétrolière. Et on voit que le S&P 500, à contrario, n'a vraiment pas fait mieux à 0,60 de linéarité en total return sur 5 ans. On va regarder rapidement sur 10 ans qu'est-ce que ça a donné. Eh ben, c'est parfait pour le coup. Enfin, c'est pas parfait parce qu'on n'est pas proche de 1, mais on voit que c'est très très proche du benchmark. Enfin, c'est identique au benchmark. Ça permet de mettre en avant, en l'occurrence, là que Total Energy, même si c'est une pétrolière, n'est pas forcément ultra cyclique. Donc n'oubliez pas que si la linéarité bénéficie d'une croissance régulière, ça signifie que l'entreprise est généralement quand même bien gérée, qu'elle ait des performances financières qui sont stables et prévisibles. Donc c'est un très très bon point si vous investissez en bourse. Et forcément, ça permet de refléter potentiellement un moat qui soit durable ou un marché qui n'est pas trop cyclique. En l'occurrence, la Total Energy, je pense que c'est vraiment propre à cette action, parce que si on regarde par exemple une autre pétrolière, on voit qu'ExxonMobil, elle n'a pas une linéarité qui est vraiment magnifique. On voit que par exemple Total Energy pourrait être la meilleure pétrolière de son secteur, parce qu'on voit que la linéarité est très bonne, 0,83, le CAGR aussi. Contrairement à ExxonMobil, l'autre mastodonte des pétrolières qui est vraiment en deçà de Total Energy et forcément du S&P 500. Donc pour résumer avec tous ces points, l'analyse quantitative, on obtient une note de -7 pour Total Energy. Donc par rapport à mes métriques, Total Energy pour moi n'est pas une entreprise de qualité. Je ne peux pas investir dans Total Energy parce qu'elle a un score qui est négatif, qui est inférieur à 3. Peu importe le free cash flow yield, si c'est inférieur à 3, moi je ne veux pas
en entendre parler. Donc malheureusement, Total Energy, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures pétrolières du monde, en tout cas en termes de chiffres, mais par contre en termes de chiffres, encore une fois, ce n'est pas la meilleure entreprise du monde à détenir en portefeuille. Et on se retrouve déjà pour la conclusion de l'émission. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aussi vous utilisez des métriques pour votre analyse quantitative, et n'hésitez pas à me dire par la même occasion lesquelles vous utilisez. Si vous voyez des métriques que l'on pourrait rajouter dans cette checklist, bah, mettez-les moi en commentaire, comme ça moi je pourrais les rajouter dans le Google Sheet, et si moi aussi je les utiliserai personnellement. Donc voilà, j'attends vos retours, j'attends votre petit like, et sur ce, bah, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!